Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous avons préparé un numéro spécial pour les fêtes de fin d'année avec les 10 questions brûlantes qui agitent les fans NBA avant notre passage en 2023. Et c'est mon fidèle ami Charles qui a accepté de se prêter au jeu. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charles, je t'ai déjà exposé le concept de ce numéro spécial Noël, car je tiens à signaler à mes chers auditeurs du podcast NBA Corner qu'il y aura ce numéro de Noël et qu'il y aura une petite pause au Nouvel An. Voilà, vacances en famille oblige. Je n'aurai pas mon micro, je n'aurai pas mon matériel pour enregistrer mes conversations avec Charlie. donc voilà, donc c'est un numéro qui va valoir pour les 2 semaines à venir. On se retrouvera bien évidemment début janvier. Voilà, donc là, le concept, Charles, c'est simple. Je pose une question sur une équipe ou un joueur et on y répond en 5 minutes maximum. Voilà. Ok. Donc, c'est parti. Je t'ai déjà envoyé la liste des questions. C'est moi qui les ai écrits, donc je les connais aussi. Et voilà, c'est parti. Première question, Charlie. Est-ce que Nikola Jokic, c'est Noël, hein, j'y peux rien. Est-ce que Nikola Jokic va remporter son 3e titre de MVP consécutif? Vas-y. Écoute, j'adorerais, ça me plairait beaucoup. C'est quand même une rareté dans l'histoire de la NBA. Il me semble qu'il n'y a que Bill Russell, Will Chamberlain et Larry Bird qui l'ont déjà fait. Donc ce serait le dernier, quelque c'est chose Larry Bird, d'extraordinaire. entre 84 et 86, ouais. Tout à fait. Donc ouais, ce serait extraordinaire. Mais écoute, oui, ça semble être à sa portée, honnêtement. Si les Nuggets continuent sur leur rythme actuel, qui finissent en tête à l'Ouest, que lui nous ressort une saison du calibre de ce qu'il fait depuis 2 ans, alors certes avec un peu moins de scoring, mais en même temps il shoot moins, donc c'est aussi logique avec le retour de Jamal Murray notamment, ça va être dur de trouver des arguments pour ne pas lui donner son titre de MVP si ça continue comme ça, quoi. Donc oui, complètement. Surtout que... c'est trop tôt. Oui. Non, je disais c'est trop tôt, mais il compte très clairement parmi les 3 principaux favoris aujourd'hui avec Jason Tatum et Giannis Antetokounmpo, quoi. Oui, complètement. Et ce qui est hallucinant, c'est que quand bien même aujourd'hui on pourrait se dire, tiens, Nikola Jokic a gagné les deux derniers titres de MVP, et puis on a envie, enfin quelque part, on se dit, tiens, la NBA va passer à autre chose. Tu sais, il y a cette espèce de lassitude dont on parle souvent concernant les joueurs qui dominent un peu trop souvent, un peu trop longtemps. Tout à fait. On dit souvent, tiens, au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose. Et là, quelque part, Nikola Jokic, ce qui est assez étonnant avec lui, c'est que défensivement, il confirme les progrès qu'on avait aperçus la saison passée, ce qui rend d'ailleurs l'inaptitude défensive de son équipe dans son ensemble encore plus triste. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Denver, là, a une vraie carte à jouer dans la conférence Ouest où tout se joue dans un mouchoir de poche. Ils sont premiers de la conférence Ouest. La différence de match entre le premier et le 10e de la conférence Ouest, il y a 4 matchs de différence, Charlie. Tu te rends compte ? Ouais, non, mais c'est un truc, extrêmement serré. ça fait je ne sais plus combien de saisons qu'on n'a pas vu ça dans la conférence Ouest. Là, Jokic vient de nous sortir l'autre jour une stat digne de Will Chamberlain en 68, là, 40 points, 27 rebonds, 10 passes décisives. Triple-double complètement ahurissant. Si tu regardes ces statistiques, oui, il score moins, mais quelque part, son équipe, cette année, est première de la conférence. Si ça se maintient, s'ils se maintiennent dans le top 3 de la conférence Ouest, ça va être très, très compliqué de ne pas considérer Jokic comme un très sérieux candidat au titre de MVP. Clairement. Oui, et puis vraiment, il shoot t'as moins. raison. Oui, et Jason Tatum, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, on pourrait même mettre Ja Morant dans cette conversation. Ils ont tous des cas très solides. Mais franchement, d'un point de vue individuel, si tu regardes l'impact de Jokic sur la colonne des victoires et des défaites de son équipe, c'est absolument... c'est ahurissant, en fait, son impact. Ah ben c'est clair. Oui, puis au-delà de l'impact, voilà, on va être franc, moi c'est celui qui me fait le plus vibrer, quoi. Alors il dégage vraiment quelque chose de différent. Alors après on n'est pas super objectif parce que on l'a évoqué plusieurs fois dans ce podcast, toi et moi, tout le monde le sait, on est fan du profil de ce mec-là, on est fan des spécificités de ce joueur, de son jeu qui est tellement atypique, ses qualités de playmaker, sa capacité à gérer le rythme d'une rencontre. Enfin voilà, moi j'aime tout chez ce mec, j'aime vraiment tout. T'as évoqué tout à l'heure. Oui, mais tu vois, je comprends, Charlie, que ça soit pas la tasse de thé de tous les gens. Et je me souviens, l'an dernier, quand il a gagné son titre de MVP, donc le 2e, beaucoup de gens étaient là à dire que Joel Embiid s'était fait quelque part voler son titre
parce qu'il avait fait une saison colossale et que, selon plusieurs observateurs, il méritait largement d'être MVP à la place de Jokic. Et l'argument principal était que les Nuggets étaient sixième, je crois, de la conférence Ouest, un truc comme ça, et que quelque part, ça posait un problème de donner un titre de MVP à un joueur dont l'équipe était dans le milieu de tableau de la conférence Ouest, quoi. Oui, mais ça, c'est quelque part chaque année, c'est le cas. Si tu veux, chaque année, tu as des débats plus ou moins prononcés sur l'identité du MVP. Chaque année, tu as plusieurs joueurs qui mériteraient d'avoir ce titre. Bon, l'argument du bilan collectif, je le comprends. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est assez important aussi dans le débat du MVP. Et c'est vrai que Joel Embiid, la saison dernière, aurait fait un superbe MVP également. Maintenant, aujourd'hui, Denver est en tête de la conférence Ouest. Ça a donné de l'épaisseur à sa candidature, forcément. Mais dans l'absolu, il a toujours été en embuscade dans le débat du MVP Jokic. Et écoute, voilà, tout à l'heure, tu as évoqué l'argument de la lassitude. Moi, j'espère sincèrement que s'il ne l'a pas, ça sera pour des bonnes raisons, et pas pour cet argument-là, parce que c'est un argument qui, moi, me Exactement. Ouais. fatigue. Le besoin de changement, je comprends pas. Jokic, c'est un joueur qui est exceptionnel, il est à part dans l'histoire de la Ligue. Il est de ces basketteurs qui marquent leur époque, et on peut pas refuser à un mec d'écrire l'histoire au prétexte qu'on a envie de nouveautés. C'est pas un argument qui est viable, c'est pas un argument qui est valable. Alors, encore une fois, je comprends, hein, l'année dernière, ceux qui voulaient absolument qu'Embiid l'ait. Je tiens quand même à souligner que, pour rebondir un tout petit peu sur la discussion qu'on avait eue il y a quelques semaines avec Thomas Bergeron suite à la prise de pouvoir de l'Espagne sur le classement FIBA, si Jokic est à nouveau MVP, ça fera 5 saisons consécutives avec un MVP européen en NBA. Ça aussi, c'est l'histoire qui s'écrit. Enfin voilà, c'est un signal qui est Tout à fait. fort, c'est important. Et ouais, voilà, moi Jokic, bah, je suis fan, quoi. Je suis fan et vraiment, regarder ce mec jouer parce que c'est exceptionnel, quoi. C'est extraordinaire. Et je suis absolument d'accord avec toi. Si Jokic n'a pas le titre de MVP, et pour l'instant, je pense qu'il ne l'aura pas. Ce que je suis en train de dire par là quand je pose cette question, parce que tout le monde, tous les auditeurs de ce podcast savent que je suis fan de Jokic. C'est le joueur, c'est mon joueur préféré actuellement en NBA, clairement. Donc, je suis clairement qu'on peut me dire, t'es pas objectif, Josh, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ce que je veux dire, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut qu'il ne l'obtienne pas pour les bonnes raisons. Et aujourd'hui, il est premier quasiment de toutes les stats avancées qui parlent qui parlent de la NBA, de l'efficacité. À tous les niveaux, ce gars-là est encore numéro un. Quand il est sur le terrain, son équipe est une des meilleures de la ligue. Quand il l'est pas, c'est une des pires de la ligue. C'est aussi ça le MVP, le Most Valuable Player. La Tout à fait. valeur de Jokic pour son équipe est absolument colossale. Il est en train encore une fois porter cette équipe sur ses épaules, alors que Michael Porter Jr. a loupé un nombre certain de matchs. Jamal Murray se remet difficilement de sa blessure. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, défensivement, l'équipe en tant que telle a vraiment des galères. C'est ça que je supporte pas non plus dans l'argument contre Jokic. Et j'ai entendu parler Charles Barkley, Kenny Smith et Shaq l'autre fois dans l'émission sur TNT avec Ernie Johnson. Et justement, j'avais l'impression qu'il disait Jokic c'est un joueur exceptionnel offensivement, euh, mais il risque de se faire prendre sa couronne par un two-way player, par un joueur qui allie à la fois comment dire, le talent offensif et défensif. Mmh. Si tu regardes les stats avancées défensives, Jokic est dans le top 15, top 10, top 5 d'énormément de catégories statistiques avancées. Oui, et puis Son cet impact argument, il défensif est encore. En fait, c'est pas. J'ai l'impression parce qu'il est lent et qu'il se traîne un peu. T'as l'impression que des fois il se traîne un peu sur le terrain, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais l'impression physique qu'il donne ouais, et le fait il y a un qu'il saute côté à 2 nonchalant un peu. centimètres du sol, il y a un côté nonchalant qui fait que voilà, c'est pas le mec qui va aller péter des contres à 3 mètres au-dessus du cercle. Mais statistiquement, ce mec est tellement brillant, c'est tellement un esprit brillant d'un point de vue basket. Il intercepte, il tape les ballons, il est toujours bien placé. C'est dans son placement que Jokic il est extrêmement fort défensivement. Et voilà, et moi, ça, c'est un argument que je ne recevrai pas, en tout cas. Oui, et puis de toute façon, enfin, c'est un argument qui était déjà mis en avant la saison dernière, notamment par ceux qui défendaient la candidature de Joel Embiid. Donc voilà, on le sait, effectivement, c'est peut-être pas un aussi bon défenseur qu'un Embiid, un Antetokounmpo, etc. Mais l'impression qu'il dégage est contredite, effectivement, par son efficacité dans les chiffres, quoi. Ça, c'est une certitude.
Voilà, exactement. Tu vois, on parle de Nikola Jokic et on fait plus de 5 minutes forcément. Allez, on passe tout de suite à la deuxième question. Kyrie Irving sera encore dans le roster des Nets après la date limite des transferts, Charles. Oui, je pense qu'il sera encore dans le roster des Nets. Écoute, voilà, cette équipe, elle est un peu sortie de la tempête et pourtant la tempête a été violente. Je trouve qu'ils ont trouvé de la cohérence, de la consistance aussi. La situation avec Kyrie et avec KD est un peu plus apaisée. Ils sont dans les 4 premiers à l'Est, il me semble, aujourd'hui. Voilà, à mes yeux, si aujourd'hui, si t'es dirigeant de la franchise, ce que tu veux, c'est ne surtout pas créer les conditions pour une nouvelle crise. Donc évidemment, j'ai du mal à les imaginer provoquer un tel mouvement. Et puis surtout, en fait, Ouais, on sait il y, toujours y pas a quel un- est le réel plafond de cette équipe, quoi. Oui, complètement. Et il y a comment dire, un patron de club qui est resté anonyme, qui a déclaré récemment que selon lui, les Nets n'allaient rien faire du tout avec Kyrie Irving. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que le fait de virer Kyrie Irving, de le transférer dans un autre club, parce qu'il est en train de redorer un petit peu sa réputation, Kyrie Irving. Si tu vois statistiquement ce qu'il est en train de produire sur les derniers matchs, il retrouve vraiment son plus haut niveau. Et ils disent que voilà, transférer Kyrie Irving aujourd'hui, c'est potentiellement pour les Nets se mettre dans la position de voir Kevin Durant qui réitère sa demande de transfert de Tout à son fait. côté parce qu'il ne joue plus avec son pote. Donc voilà, là ils sont sur 7 victoires consécutives. Il y a des très beaux duels à venir. Il y a Milwaukee là ce week-end. Match, je crois que ça se joue ce soir, cette nuit là, de la nuit de vendredi à samedi. Ça va être très intéressant. Il y a Cleveland qui arrive juste après les fêtes, enfin après Noël, pardon. Mois de janvier, il y aura un match face aux Pelicans dans la nuit du 6 au 7. Il y aura Miami, il y aura Boston. À la fin du mois de janvier, il y aura également Philadelphie et New York, qui sont eux aussi sur une très très bonne dynamique. On va en parler un peu plus tard. Voilà. Moi, j'ai l'impression que les Nets, après un début de saison absolument catastrophique, ont réussi à se stabiliser, notamment depuis la nomination de Jack Vaughn en tant que coach de cette équipe. Comme tu l'as dit, ils sont quatrième à l'Est, ils sont sur les talons de Boston et de Cleveland. Il y a... J'ai l'impression que cette équipe prend forme, j'ai l'impression que Kyrie Irving se recentre sur le basket. Kevin Durant, il affiche un niveau, on parlait de Jokic comme MVP. Kevin Durant affiche encore une fois un niveau de MVP sur le terrain. Elle est sympa cette équipe en ce moment. Ouais, et puis je te dis, en fait, moi, il y a un truc enfin, si j'étais dirigeant de Brooklyn, il y a un truc qui m'intriguerait, il y a quelque chose qui me titillerait, c'est qu'on ne sait pas quel est le plafond de cette équipe avec Kyrie et KD concernés, avec un Ben Simmons à son meilleur niveau physique. Et donc, en fait, si t'es à la tête de la franchise, t'as au moins envie d'aller au bout de cette saison et de voir quelles sont les possibilités. Alors, ça veut pas dire qu'ils vont pas du tout bouger sur le marché des trades, bien sûr, c'est toujours possible de faire des ajustements à la marge, mais je les vois pas toucher au cœur de l'équipe. T'as mentionné la possibilité, effectivement, qu'un mouvement autour de Kyrie pousse KD à demander à nouveau un trade. C'est également Eric Pincus, qui bosse pour Bleacher Report, a également mis ça en avant récemment. Bon, voilà. Autant Kyrie Irving est en contrat expirant, autant Kevin Durant, lui, il est engagé avec la franchise jusqu'en 2026. Tu n'as pas envie de te remettre à dos, t'as pas envie de le voir mal réagir à un trade de son meneur. Ce serait un frein trop important pour l'avenir à moyen et à court terme de cette équipe. Donc à partir de là, sachant que l'équipe, comme tu l'as dit, tourne bien, bah, je vois pas quel intérêt ils auraient aujourd'hui à bouger Brooklyn. On va le rappeler une fois de plus, hein, on a vu il y a 2 ans que KD, quasiment à lui seul, pouvait regarder dans les yeux certaines des meilleures équipes de la ligue. S'il est épaulé par Kyrie, s'il est épaulé par Ben Simmons, que le collectif de Brooklyn répond présent, c'est difficile d'anticiper le parcours en playoff que les Nets pourraient faire. Et t'as forcément envie de voir ce que ça peut donner, quoi. Ouais, complètement. Tout ce qui se passe actuellement aux Nets continue de me persuader que le transfert pour James Harden était une énorme, colossale connerie. Je pense que le jour où on analysera cette équipe, on- je pense qu'on reverra ce transfert comme l'erreur absolue de ce club dans cette optique. Imagine s'ils avaient Jarrett Allen et Caris LeVert, rien que ça, Ouais, 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 bien à sûr. côté de KD et Kyrie actuellement. Je veux dire, ça serait. Ils auraient probablement toutes les armes nécessaires s'ils avaient réussi à continuer à faire des bons recrutements comme ils l'ont fait par la suite. Enfin bref, on va pas Ça va refaire être un l'histoire. énorme, ouais, mais Maintenant, c'est un voilà. énorme what if, effectivement. Du passé récent de la NBA, c'est un des plus Ouais, gros what if, ouais. ouais, ouais. C'est... Ah, pour moi, c'est un énorme motif, sans compter le fait que James Harden ensuite est arrivé et est reparti quasiment au bout d'un an, enfin même pas.
Ce qui est hallucinant, à chaque fois que je parle de ça, j'hallucine totalement que ça se soit passé comme ça, bref. Mais là, ça me fait plaisir, enfin plaisir. J'aime le fait que les Nets puissent devenir un espèce un élément contrariant dans cette saison NBA. Je trouve que ça rajoute du piment à cette saison dans la conférence Est. Et j'aime ça, en fait. J'aime le fait que cette équipe, potentiellement, va sortir, va avoir une vraie carte à jouer aux playoffs s'ils arrivent dans cette dynamique-là, quoi. Ouais, et puis Voire mieux. quel plaisir que Kyrie soit redevenu un joueur NBA, quoi. Tu vois, qu'on ne Oui, parle de ça, je vais pas Kyrie m'enflammer Irving. là-dessus, mais... Non, mais moi non plus. Mais sans m'enflammer, je vais pas bouder mon plaisir non plus, tu vois. Il faut Non, non, profiter bien parce que sûr. c'est quand même un joueur magnifique et quand on parle de basket avec lui, c'est quand même plutôt appréciable, quoi. Oui, tout à fait. Troisième question, Charlie. Je prends un couteau, je le remue dans la plaie. Est-ce qu'Anthony Sympa. Davis sera enfin en bonne santé en 2023? Parce que la période des vœux, c'est ça, bonne santé et tout ça. On y a presque cru. Hein. Anthony Davis, il était dominant, libéré de ses petites douleurs qui lui pourrissaient la vie, tout ça, tout ça. Des stats exemplaires, des performances mammouths. Et puis voilà, blessure au pied qui vient le mettre sur la touche pour 1 mois, et encore, minimum Et encore, ouais. manifestement. Euh, Est-ce que tu as perdu tout espoir que Anthony Davis soit en bonne santé? Moi, oui, personnellement, oui. Je pense qu'aujourd'hui, je suis à un stade où je n'arrive plus à croire que ce gars-là arrivera à un moment ou à un autre à enchaîner 3 semaines sans un pépin physique, quoi. Oh, 3 semaines, t'es dur. Si, 3 semaines, si, on peut y croire. Par contre, une saison, non. Ça c'est clair, non. Ça c'est. En fait, quand tu m'as envoyé les questions et que tu m'as envoyé Ouais. Anthony Davis sera-t-il en bonne santé en 2023, et j'avais J'ai envie de envie te de répondre m'insulter. que un peu, Un on va pas peu, se un peu. mentir. Parce que Enfoiré. déjà, la saison, déjà l'année 2023, il va l'entamer en étant blessé. Tu l'as dit, il est absent depuis le match face aux Nuggets qui était le 16 décembre, il me semble. Bon, c'est hyper frustrant parce que voilà, tu l'as dit, il était revenu à un niveau monstrueux. Enfin, il était à un niveau candidat MVP, à un niveau candidat Defensive Player of the Year. Mais voilà, il faut être lucide, quoi. Avant cette saison, en 3 années aux Lakers, il joue en moyenne moins de 50 matchs par saison régulière. Alors oui, il a toujours eu cette tendance à se blesser, ça c'est vrai. On a toujours su qu'il était fragile, ça c'est vrai. N'empêche que du temps où il était au Pels, c'était pas aussi systématique. Il y a eu au moins, je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 saisons où il est au-dessus des 70 matchs. Bon, est-ce que les Lakers ont du mal à le gérer physiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir dans la préparation physique de la franchise? Je sais pas, mais c'est pas possible de miser sur le fait qu'il sera en bonne santé en 2023. Alors, il me semble que Shams Charania, récemment, dans un live, a évoqué la possibilité que la blessure qu'il a actuellement ait été négligée par le staff médical et donc que la franchise soit en partie responsable de la situation. Oh là 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 Si là, c'est d'accord. vrai, c'est affligeant. C'est C'est affligeant. clair, Déjà parce que c'est quand clair. tu as un joueur comme Anthony Davis, tu le surveilles de particulièrement près. Tu sais que c'est un joueur qui est Mm. extrêmement fragile. Tu sais en plus que quand tu es dans la situation des Lakers actuellement, bah, c'est impossible d'espérer quoi que ce soit sans Anthony Davis. C'est absolument impossible d'avoir le moindre espoir sportif, collectif sans lui. Encore plus quand tu vois le niveau qu'il avait retrouvé. Enfin, là, sur les quelques semaines, là, entre le début du mois de novembre et sa blessure face à Denver, il tourne à quelque chose comme 35 points, 16 rebonds, 3 contres, des pourcentages incroyables, un impact défensif colossal. Ah, mais c'est un des meilleurs Et stretches de sa carrière en entier. Enfin, je veux dire, ça faisait. Non seulement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Anthony Davis à ce niveau-là, mais ah c'est ouais, c'était peut-être potentiellement un des meilleurs niveaux où on l'a jamais vu sur un ouais, terrain. ouais, tout à fait, je C'était suis vraiment complètement d'accord. impressionnant. Et c'est à ce moment-là où, en fait, quand tu le vois comme ça, tu te dis, mais en fait, ce mec, il est conçu pour la NBA actuelle. Genre, ses qualités sont tellement Ouais. adaptées à la NBA actuelle, il est parfait pour ça. Et enfin voilà, c'est terrible. Et en fait, c'est horrible parce Surtout que que Darvin Ham surtout que Darvin Ham a réussi à le convaincre de jouer poste 5 et bah qu'on ouais, voit bien à quel point il est destructeur sur ce poste 5 en NBA, dans la NBA d'aujourd'hui. mais tout à fait. Et ce qui est terrible, c'est, tu vois, quand il marchait sur l'eau, il y avait quelques observateurs, quelques trolls un peu aussi, forcément, qui disaient, eh ben, vous devriez en profiter pour envisager un trade, parce qu'on sait très bien que ça va pas durer. Ouais, Et carrément, moi, en tant que fan des Lakers, carrément. tu vois, quand je lisais ou que j'entendais ça, je me disais, non mais c'est pas vrai, Cruel. arrêtez, c'est pas possible, c'est trop triste, c'est trop cruel.
Et en fait, bah ouais, c'est vrai, quoi. Il y a aucune chance pour que ça tienne sur la durée. Et c'est hyper triste. Mais voilà, il faut s'y faire. Et plus le temps passe, et moins on a de chances de voir Anthony Davis quitter ce cycle de blessures qui semble sans fin, quoi. Et c'est vraiment très triste. Mais bon, c'est comme ça. Non, il ne sera pas en bonne santé en 2023. Enfin, en tout cas, pas toute l'année, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Il n'y a plus qu'à espérer que après cette blessure-là, il n'ait plus de rechute et ni de blessure ni de nouvelles blessures. Mais bon, Mais comment tu ouais, peux, hein, tu ça semble vois? quand même assez compliqué Bah ouais, c'est un de vœu. croire que ça va se passer autrement, quoi. Voilà, exactement. Ouais, Exactement. On peut avoir complètement. l'espoir, mais on peut aussi être lucide sur le fait que ça va pas arriver, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Allez, quatrième question. Est-ce que Paolo Banchero est assuré de terminer rookie de l'année ou pas, selon toi, Charlie? Bah, la solution de facilité, ce serait de te répondre non en évoquant le facteur physique, hein. On est encore trop loin de la fin de la saison pour avoir de telles récompenses garanties. Une blessure et tout est fini. Mais même sans ça, même sans évoquer cet argument-là, moi je suis pas sûr que les débats soient pliés. Alors il est évidemment le grand favori, il l'était déjà avant même le début de la saison, hein. Les bookmakers, vous êtes favori numéro un Ouais. pour ce Il est, il, titre-là. est assez il est assez incroyable quand même, Paolo Banchero, depuis son début de saison. C'est quand même un sacré numéro un de la draft. Quand j'avais eu les gars d'envergure dans le podcast, ils avaient insisté sur Paolo Banchero, tous, Ouais. en disant attention, ce gars-là, c'est vraiment une très bonne affaire pour Orlando. Ils ont carrément eu raison et il déçoit pas. Il provoque des fautes, il est sur la ligne des lancers francs à un niveau historique en tant que rookie. Il score plus de 20 points, ce qui est pareil quand tu regardes la liste des rookies qui ont tourné en moyenne à plus de 20 points, c'est assez impressionnant. C'est un playmaker quand même, sa façon d'être sur le terrain, tout ça, il est très impressionnant, Paolo Banchero. Ouais, moi ce qui m'impressionne, c'est en fait, il était pas juste prêt pour la NBA, en fait, ce mec-là. Il était prêt pour être franchise player dès son premier jour dans la ligue. Et ça, c'est quelque chose qui Ah, est hallucinant. C'est hallucinant, enfin vraiment, exactement. son attitude, sa manière d'être sur un parquet, c'est dingue. Voilà, ses stats, il y a rien à redire, quoi. 22 points, 7 rebonds, 4 passes, il est Non. polyvalent, il est intelligent dans son jeu, physiquement, il est mais archi prêt. Enfin, il y a vraiment pas grand-chose à jeter dans son jeu. Son début de saison est exceptionnel, et s'il continue à ce rythme, il y aura pas de débat. Enfin, voilà, s'il continue à ce rythme, il va mettre fin au débat sur le rookie de l'année. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est trop tôt. Je pense qu'il y a quand même des mecs vraiment intéressants dans cette cuvée, à commencer évidemment par Bénédicte Mathurin, qui est en sortie de banc certes, mais à un niveau qui est tellement impressionnant que certaines personnes évoquent même son nom dans la course au titre de 6e homme de l'année, donc ça en dit long sur son apport. Lui aussi, il a peur de rien. Lui aussi, il sait aller chercher des lancers. Il est vraiment malin. Il a très bien compris comment attaquer en NBA. Donc voilà, il y a encore débat, il y a d'autres joueurs qu'on peut citer, hein. On peut parler de Keegan Murray, on peut parler de Jaden Ivey. Bon, eux aussi sont très très intéressants, donc voilà, la saison est encore longue, on n'en est même pas encore à la moitié. Les prétendants au titre de rookie de l'année vont devoir éviter les soucis physiques, faire face à un éventuel rookie wall. On n'est pas non plus à l'abri d'un scénario où un des joueurs qu'on a cités explose complètement sur la deuxième partie de saison. Enfin voilà, il y a plein de scénarios envisageables tu vois, qui pourraient voir un de ces joueurs-là exploser encore plus. Un Mathurin qui finit par passer titulaire, qui devient encore plus efficace au shoot, par exemple, et qui pourrait donner plus d'ampleur à ce débat-là. Mais effectivement, aujourd'hui, Paolo Banchero est sur la voie royale, en tout cas, pour devenir rookie de l'année. Ouais, et cette équipe du Magic d'Orlando, elle est sur une bonne période en ce moment. J'ai posé mes yeux plusieurs fois ces derniers jours sur leur rencontre. Et j'aime beaucoup ce que je vois sur le terrain, que ce soit les frères Wagner, que ce soit Bol Bol, que ce soit Banquero. Euh, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer, j'ai l'impression, au Magic, même si pour moi le plan exact de construction en termes d'effectifs reste, pour moi, il y a un gros point d'interrogation. Tu parlais de Markel Fultz l'autre jour, j'avais ricané en me disant, ouais, c'est d'une tristesse, Markel Fultz, mais Et il revient un peu, quelque là. part, bah, il joue, ça joue, et Bah puis c'est ouais. quand même, il a quand même des capacités, ce joueur défensif, en pénétration. Donc voilà, elle est très intéressante, cette équipe, et je trouve que Banchero
vient apporter enfin, vient confirmer cette lueur d'espoir dans, bah, on va dire qu'il y a quand même les dernières saisons du Magic d'Orlando, enfin, ça fait quand même, c'est dur de trouver des raisons de se réjouir, quoi. Mmh. Et je trouve qu'entre lui, Franz Wagner, ils ont deux gars là, c'est vraiment deux pépites Ouais. qui, si elles sont bien encadrées, s'ils gèrent bien leur évolution, ça peut vraiment donner quelque chose. Il y a vraiment un socle, j'ai l'impression, qui peut donner enfin de l'espoir aux fans du Magic, quoi. Je suis d'accord et effectivement, il y a vraiment des trucs qui sont intéressants dans cette équipe et ouais, Banchero, vraiment très, très, très bonne pioche, quoi. Ouais, complètement. L'autre question, peut-être la plus évidente de toute la série. Est-ce que Tyrese Haliburton sera All-Star cette année? Et je dis ça aussi un peu par provocation, par Ouais. rapport à un commentaire de Wally Szczerbiak, qui est un ancien joueur de la NBA, qui est aujourd'hui commentateur chez les Knicks, qui, qui a surnommé Tyrese Haliburton. Enfin, pour parler de Tyrese Haliburton, a dit wannabe All-Star. Style, le mec cherche à se vendre absolument comme un All-Star. C'est nul. Et j'ai trouvé ça extrêmement hard de sa part de balancer ça. Après, bon, on connaît le côté le média new-yorkais qui peut être extrêmement tranchant et parfois assez gratuit comme ça face aux adversaires. Tyrese Haliburton, c'est peut-être pour moi un des un de mes plus gros plaisirs de la saison. Et franchement, je ne vois aucune façon qu'il ne soit pas All-Star, quand bien même les Pacers sont plutôt dans le fond du classement à l'Est. Hein. La période un peu sympa, elle est en train de se terminer quand même du côté des Oh, ils sont Pacers. dans les 8 quand même, hein. J'attends de voir, hein, on est encore... Oui, 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 mais on voit que c'est pas tous les soirs facile. Ils ont gagné contre Boston récemment et Tyrese Haliburton Ah était ouais. resplendissant dans ce match. Ah ouais, il était Mais incroyable. je ne vois pas comment ce joueur ne sera pas All-Star. Clairement. Clairement. Ça me semble Bah non, impossible. ce serait injuste. Enfin voilà, il le mérite quoi. Et je suis, alors moi aussi, je suis fan de ce mec-là, donc moi aussi, c'est un de mes grands plaisirs de la saison. Et franchement, il mérite d'être All-Star. Il a des stats. Il est à 20 points, plus de 10 passes par match. C'est le meilleur passeur de la ligue. Je crois qu'il est à 39% à 3 points. Enfin, meilleur assist pourcentage de la ligue. Sa franchise, donc on l'a dit, pour l'instant est dans les 8 et pourtant, mais personne ne misait là-dessus en début de saison. Les- Indiana, c'est fun à voir jouer, il en est la principale raison. Au-delà des stats et de l'impression que j'ai dégagé, il a des vrais, je sais pas comment on pourrait appeler, des hauts faits, tu vois, des temps forts, il a des vrais moments dans cette saison qui sont importants, qui peuvent être mis en avant. Il y a cette stat qui a été publiée par sa franchise sur les 3 matchs là en novembre où en l'espace de 3 matchs, il a distillé 40 passes décisives pour aucune balle perdue face à des adversaires pas dégueux, c'était Brooklyn, les Clippers et les Lakers, donc ça peut paraître anodin, mais enfin c'est quand même une première dans l'histoire. Et puis ouais, je sais pas, dans l'ensemble, il est tellement propre, enfin, je pense Il que... a 22 ans, Tyrese Mais Haliburton. Il ouais, a 22 ans et il se comporte déjà comme un leader, comme un patron sur le terrain. Enfin, je veux dire, faut non quand mais en même plus, bien moi, considérer ce truc-là, quoi. C'est en assez fait, moi, hallucinant, ouais. ce qui m'étonne, c'est que quand tu lis les chiffres, quand tu vois par exemple son ratio assist-turnover qui est dingue, Ouais. mais vraiment, en fait, quand tu regardes juste les chiffres, tu te dis, bon bah ok, ce mec-là, c'est un meneur gestionnaire un peu à l'ancienne, avec un jeu très sobre, très académique, sans vraiment de prise de risque, parce que c'est tellement propre en fait que tu te dis ça. Et en fait, c'est pas le cas du tout. C'est un meneur qui est vraiment cool à voir jouer. Il est fun, il a pas peur de dynamiter le jeu, d'accélérer le tempo, d'envoyer des no-look pass. Il y a de la fantaisie dans son jeu de passe. Enfin voilà, moi je suis vraiment fan de ce mec-là. J'en avais parlé au début de saison quand on devait évoquer nos équipes un peu coup de cœur et je savais Tout que à fait, ouais. Indiana cette saison, je voulais les voir jouer à cause de ce mec principalement. Et c'est vrai que Et tu ouais, l'as annoncé, Charlie. Tu l'as annoncé, bordel. mais en fait, tout le monde a annoncé qu'Haliburton c'était un monstre. Enfin, tu vois, c'est pas moi. C'est genre quand il y a eu le trade la saison dernière, je vais pas retaper sur Sacramento, surtout qu'au final, bah, ça se passe plutôt bien pour eux, ils ont aucun regret à avoir là-dessus. Mais c'est vrai qu'on était nombreux à se dire, mais attends, mais comment un mec aussi fort, avec un tel potentiel, peut se retrouver dans un mouvement pareil? Bah, bravo à Indiana d'avoir mis la main sur ce meneur, parce que franchement, l'avenir lui appartient.
Et moi, je vais être franc avec toi, le All-Star Game, c'est pas un truc qui me passionne, c'est pas le truc que j'attends le plus chaque année, mais n'empêche qu'une sélection, ce serait une très belle récompense. Faut rappeler que c'est sa première C'est une saison avec de vraies validation dans la carrière responsabilités. d'un joueur. Bah, surtout qu'en fait, c'est sa première saison avec de telles responsabilités. Aux Kings, c'était pas vraiment le patron de l'équipe. Il a été tradé à Indiana en février dernier, donc il est arrivé en cours de saison. Donc c'est la première saison qu'il entamait dans le costume de patron de son équipe. C'est un costume qui lui va à merveille. Il assume ses responsabilités parfaitement bien. Il mérite une récompense. Et quelle plus belle récompense en cours de saison qu'une sélection All-Star Game, quoi. Ouais, et quand je disais que tu l'avais annoncé, tu n'avais pas forcément. Enfin, oui, tu avais annoncé Tyrese Haliburton, tu avais surtout annoncé le fait que les Pacers allaient être une des équipes les plus passionnantes à suivre, même si elles ne jouaient pas forcément la qualif en playoff. Comme tu viens de le rappeler, ils sont huitièmes actuellement. On verra d'ici la fin de la saison à quoi ça ressemble. Mais tu t'avais pointé du doigt le fait que cette équipe était absolument à suivre. Ah, Et, et enfin, voilà, y a vraiment des bravo à mecs toi, fun dans Charles. cet effectif, quoi. Il y a vraiment des mecs. Mais elle Ouais, est je trouve très qu'ils sont fun, très cette fun. équipe. Ouais. Le match contre Boston était absolument génial. Ouais, J'ai complètement. adoré cette rencontre. Autre question, les Knicks ont-ils enfin trouvé leur identité? Il y a du mieux ces derniers temps du côté de New York. Sur les 10 derniers matchs, il y a 8 victoires pour 2 défaites. J'ai été un peu dur l'autre fois contre eux. Tom Thibodeau a fait des changements dans le 5 majeur. Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est en train de porter ses fruits. Il a notamment inséré Grimes dans le 5 majeur. Et depuis qu'il a fait ça, ça se passe beaucoup mieux. Il a également donné plus de responsabilités à des mecs comme Miles McBride. Il a trouvé sa rotation, une rotation assez réduite, mais qui fonctionne extrêmement bien. Jalen Brunson continue de confirmer son statut de leader sur et en dehors du terrain. Je reste tout à fait sceptique sur la capacité de Julius Randle à être le joueur qu'il voudrait qu'il soit. RJ Barrett me remontre un petit peu des couleurs ces derniers temps également. Il y a du mieux du côté de New York et je pense que les fans des Knicks là ont toutes les raisons de se réjouir. Ouais, bah, tu vois, autant sur Indiana, j'avais eu raison, autant sur les Knicks, on s'était bien planté, quoi, parce qu'on leur promettait quand même pas un rétablissement tel que celui qu'ils sont en train de vivre, donc c'est plutôt cool. Écoute, est-ce qu'ils ont trouvé leur identité? Oui, je l'espère. Je l'espère maintenant. Écoute, ils ont trouvé des Je solutions m'attendais pas à ça défensivement. personnellement en tout cas. Moi non plus, mais bah, c'est vrai qu'ils ont trouvé des solutions. Défensivement, ça va mieux. Ils ont enchaîné une série de 8 victoires consécutives. Il me semble que sur ces 8 matchs, leurs adversaires n'ont inscrit plus de 100 points qu'à 3 reprises, ce qui en dit long quand même sur la défense retrouvée. Donc oui, voilà, ils sont remontés au classement. Ils sont actuellement 6e à l'Est. Ils ont pris un vrai ascendant sur certains adversaires. La dernière fois, quand on avait parlé des Knicks, on avait parlé du fait qu'il y avait une triple confrontation à venir avec les Bulls, et on avait un peu dit malheur à celui qui va vraiment perdre cette triple confrontation. Écoute, bah, Tout à New fait. York a gagné les 2 premiers matchs, je crois que le troisième est cette nuit. Voilà, tu l'as dit, Thibodeau a resserré sa rotation. Fournier, qui avait déjà été de côté, enfin, qui avait déjà été mis de côté, pardon, a été rejoint par Derrick Rose et Cam Reddish, qui jouent quasiment plus, même si Derrick Rose a eu quelques minutes contre Toronto, il me semble. Maintenant, écoute, moi je Oui, vais pas tout à fait. m'enflammer Ils plus ont, que ils ont joué. ça. Je vais pas m'enflammer plus que ça parce qu'en fait Thibodeau fait du Thibodeau, quoi. Rotation resserrée, intensité défensive, il donne de la liberté à ses talents offensifs. C'est pas la première fois qu'on le voit redresser une équipe de la sorte, et on sait très bien ce que ça implique en fait. Ça veut aussi dire arriver en playoff avec des joueurs usés, Ouais, un jeu complètement. assez lisible, auquel les adversaires vont s'adapter assez rapidement. Alors voilà, on sait que raccourcir les rotations trop tôt dans une saison, c'est à double tranchant. On sait aussi les limites d'un joueur comme Julius Randle, elles vont pas disparaître du jour au lendemain. Bon, voilà, et écoute, est-ce qu'il faut s'enflammer et se dire c'est bon, ou est-ce qu'il faut se dire tiens, bah profitons-en pour essayer de monter un trade sur Julius Randle maintenant qu'il a repris des couleurs, tu vois. Je sais pas. Moi, Je moi, sais moi, pas, mais bon. tu sais très bien ce que j'en pense. Tu sais très bien ce que j'en pense. Je pense que Julius Randle n'est absolument pas l'homme de la situation du Bah côté des non. Knicks et que ça ne peut pas être leur franchise player. Tu ne peux pas avoir Julius Randle comme franchise player et espérer aller loin, enfin avoir une quelconque ambition pour un titre NBA, quoi. C'est mon sentiment, hein. Peut-être que je me trompe. J'arrête pas de me tromper en parlant d'Enix. Mais
Donc je suis probablement pas le mec avec l'avis le plus pertinent sur la question, tu vois. Je veux bien le reconnaître. Mais personnellement, quand je vois Julius Randle, quand j'ai vu le match là face à Toronto, pareil, qui était un match très sympathique, Pascal Siakam qui te pète 52 points au Garden, c'était très cool. Ouais, il s'est fait plaisir, Siaka, hein. Il s'est fait plaisir. Je ne peux pas voir Julius Randle en me disant ce gars-là est un mec qui va transporter une équipe, mais même à une victoire dans une série de playoffs. J'ai toujours dit, c'est soit RJ Barrett, là ils ont recruté Jalen Brunson, excellent recrutement, parce que c'est vraiment un joueur qui aujourd'hui est en train d'imprimer sa patte sur cette équipe. Quand on entend parler les autres joueurs, notamment Grimes tout à l'heure dont je parlais, quand tu l'entends parler ou RJ Barrett, quand tu les entends parler ces joueurs-là de Jalen Brunson, tu sens qu'ils ont un respect incroyable pour ce joueur-là, alors qu'il débarque à peine dans le club, quoi. Mais tu as l'impression que c'est déjà le joueur qui est un peu le patron dans le vestiaire, quoi. Clairement. Ouais, 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 non, mais je suis Et d'accord, je suis je dis d'accord. pas que c'est grave. Ça veut rien dire concernant Julius Randle. Julius Randle a le droit de ne pas être le leader du vestiaire. On s'en fout de ça quelque part. C'est pas important. Mais même en termes de performance sportive, je pense pas que Randle, ce soit le gars sur qui tu peux reposer tes ambitions, quoi. Non, Je ne non, mais pense pas. Et je pense je suis d'accord qu'effectivement, avec toi. si tu arrives à le transférer pour un bon prix, soit pour des pics, vraiment des très bons pics, soit pour un autre joueur, je sais pas, un jeune, je sais pas quel est le marché de Julius Randle. Bah, Qu'est-ce que, c'est la qu'est-ce que question. Julius Randle te donne aujourd'hui en contrepartie? Mais franchement, ça s'étudie, quoi. Surtout C'est que son clair, parce contrat est que pas horrible, donc non, et là, il est quand même, là, depuis le début du mois de décembre, il est sur des stats qui peuvent évoquer sa saison 2020-2021, dont on a maintes fois exactement. parlé. Là, il est sur du plus de 25 points, 11 rebonds, 4 passes. Mais voilà, mais enfin, mais en même temps, bon, tu vois, si nous de notre salon, on est capable de dire que bah, c'est un épiphénomène et que ça veut pas dire que c'est un joueur qui va te faire passer un cap, bah, c'est évident que les autres franchises se disent la même chose, quoi. Donc c'est clair que c'est difficile aujourd'hui de deviner quel est le marché pour Oui, mais lui. alors, c'est pas impossible, Charlie, qu'une équipe se dise Julius Randle peut être mon gars sûr si je le fais entrer dans mon effectif à moi où il n'aura pas le rôle qu'il a au Knicks. Je pense que les Knicks, son problème au Knicks, c'est pas. Je dis pas que j'ai jamais dit que Julius Randle c'était pas un mauvais joueur. Je dis juste que ça ne peut pas être ton. Je sais pas si première ou deuxième option de Julius Randle, pour moi c'est trop en fait. C'est Ouais, c'est beaucoup clair. trop. C'est clair. C'est au mieux une bonne troisième option, mais plus, je pense pas que ça soit le cas. Je suis désolé, hein, après, ce n'est que mon sentiment, comme tu dis, je suis dans mon salon, c'est un avis tout à fait humble que je donne, quoi. Mais depuis le temps que je suis fan NBA, quand je vois un mec comme lui, j'arrive pas, je peux pas le voir et me dire ah mais c'est trop bien, ils ont trop de la chance les Knicks d'avoir Julius Randle pour Non, mais mener en la plus, barque, quoi. Non. il est trop handicapant dans le jeu. Enfin, tu vois, il a trop besoin de la balle. Il est, enfin, bon, voilà. Il y a des erreurs qu'il fait moi, qui me sautent aux yeux, où je me dis aïe, 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 aïe. Il y a des erreurs comme ça, des joueurs que des joueurs font, où tu te dis, c'est pas possible en fait. Et encore, Je il sais a pas quand si même. tu vois ce Alors, que attends. je veux dire. Non, mais je vois tout à fait. Mais moi, je vais te dire, et encore, il a quand même vachement progressé parce que moi, j'ai quand même eu les 3-4 premières saisons de la carrière de Julius Randle aux Lakers. Et à l'époque, il y avait des Ouais. moments où c'était impressionnant. Non, mais il y avait des moments où vraiment. Enfin, c'est même plus un joueur qui a des œillères, quoi. Il y avait des moments où tu avais l'impression qu'il fermait les yeux et qu'il fonçait, quoi. C'était terrible. Mais bon, voilà, écoute, c'est Knicks. C'est Knicks, il y a du mieux dans les choix qu'a fait Thibodeau. Il y a des trucs qui sont intéressants, tu vois, sur le banc, Quickley, McBride, Hartenstein, Sims. Il y a des trucs intéressants. À voir comment Obi Toppin va revenir, parce qu'il me semble qu'il doit revenir dans les semaines qui viennent, là. Donc à Mhm. voir comment ça va se passer. Et d'ailleurs, cette rotation sur le banc avec de très grands, font notamment que les Knicks sont parmi les meilleures équipes au rebond offensif, il me semble. Donc c'est assez intéressant. Mais voilà, moi j'ai du mal à y croire. Et même s'ils vont en playoff, je les vois pas du tout passer un tour de playoff en l'état, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça la question. C'est toujours été la question pour les Knicks, concernant les Knicks, de mon point de vue, c'est quoi l'objectif en fait de cette équipe? Où vous allez les gars? Est-ce que votre objectif c'est d'aller en playoff
Est-ce que c'est d'aller en playoff et de gagner un tour un tour, ou est-ce que c'est vraiment le titre NBA? À l'heure actuelle, je pense que personne ne se fera d'illusions sur le fait que déjà accrocher les playoffs pour les Knicks, c'est une bonne chose. Parce qu'ils ont tellement été absents de cette histoire et absents de toute ambition réelle que ça semble être voilà, c'est Ouais, ouais. rassurant. Maintenant, bon, il y a des choses positives, il y a des choses positives. Là, je trouve que malgré tout, ça va dans le bon sens. Avec Grimes, Barrett, Brunson, je trouve que ça va dans le bon sens. Il y a des choses voilà. Oui, mais en même Il y a, temps, en mettant il y a complètement des à raisons pour l'écart. avoir un petit peu d'espoir, quoi. C'est un début, c'est un bon début. Oui, d'accord, mais je suis d'accord avec toi, effectivement, il y a beaucoup plus d'espoir aujourd'hui qu'il pouvait y en avoir il y a un mois, par exemple. Mais enfin, n'empêche qu'aujourd'hui, si t'es la franchise et que tu veux renforcer ton effectif, que tu veux offrir plus de flexibilité à Thibodeau, plus de choix, tu vas chercher à trader Fournier, Derrick Rose, qui sont notamment mis à l'écart. Sauf que le problème, c'est quelle est leur cote aujourd'hui? Qui est-ce qu'ils vont intéresser? Qu'est-ce que tu vas pouvoir C'est récupérer? sûr. Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué, mais c'est du management à la Thibodeau, on resserre les rotations, on met plus d'intensité défensive, et on y va comme ça, quoi. Mais c'est du classique, en fait. On a trop vu ce scénario déjà ces dernières années. Je suis amplement d'accord avec toi. Autre question, autre équipe qui te tient à cœur, mon cher Charlie. Le Heat doit-il réaliser un transfert pour remonter parmi l'élite à l'Est? Est-ce que tu es inquiet pour Miami ou pas? Moi, on a passé le... Enfin, en fait, c'est compliqué de répondre à ça. Oui, enfin, je suis inquiet. La saison est vraiment compliquée. En fait, ce qui me déçoit, c'est que cette équipe ils ont perdu quelque chose cette saison. On reconnaît pas. Enfin, tu vois, ces dernières années, ils ont eu des hauts et des bas, mais au moins, il y avait toujours cette espèce d'identité propre à la franchise. Faut quand même se rappeler que la saison dernière, ils sont passés très près d'une nouvelle finale NBA. Ils ont été battus en finale de la conférence Est par Complètement. Boston. Alors, au classement, ils sont pas complètement décrochés, hein. Ils sont septième, ils ont un bilan à l'équilibre. Je crois qu'ils sont à 16 victoires pour 16 défaites, malgré le fait que Jimmy Butler a 16-16, ouais. loupé. C'est Ouais, ça. c'est ça. Malgré le fait que Jimmy Butler a loupé plus d'une dizaine de matchs, et on sait à quel point il est importantissime dans de nombreux aspects pour cette équipe, c'est le patron incontesté de la franchise. Mais il y a des attitudes. Enfin, tu vois, le match à Détroit il y a une dizaine de jours, là, face à Détroit il y a une dizaine de jours, où ils ont pris ils ont pris la foudre. J'allais dire un terme beaucoup plus vulgaire. Ils ont pris 20 points dans la tronche face à une des pires équipes de la ligue. Et enfin, vraiment, quand on regarde les stats d'équipe, on n'est pas étonné par ces résultats moyens. Ils sont une des pires attaques de la ligue. Leur défense est d'un meilleur niveau, mais ils sont capables de trous d'air tellement énormes, comme le match face à Détroit que je mentionnais, où quelques jours plus tard, ils prennent 115 points face aux Spurs, qui pourtant sont encore plus mauvais qu'eux en attaque, c'est dire. Ouais, pour moi, il faut du mouvement. C'est en fait cet effectif, depuis le début, on le dit, il est mal foutu. L'absence de PJ Tucker en 4 fait énormément de mal. Alors, chaque saison, on dit à quel point PJ Tucker est un profil de joueur, de role-player qui métamorphose une équipe. Là, en plus, il n'a pas vraiment été remplacé, donc on pointe les manques à ce poste-là depuis un moment déjà dans cet effectif, et c'est aussi pour ça qu'un trade est évoqué. J'imagine que c'est aussi pour ça que tu poses la question, parce que cet effectif, il est incomplet, c'est clair, il y a vraiment des ajustements à faire, mais maintenant, le souci, c'est de réussir à le monter, ce trade, parce que a priori, Butler, Adebayo et Hero sont intouchables. Un joueur comme Duncan Robinson, bah, j'avoue que j'ai quelques doutes sur sa valeur actuelle. Donc, est-ce que tu utilises les Oladipo, les Caleb Martin, etc. pour essayer de monter quelque chose? C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, il faut qu'il bouge sur le marché, mais c'est pas facile, quoi. Ouais, peut-être c'est pareil. Kyle Lowry, qui était une des grosses recrues il y a un an, côté Miami Heat, bah voilà, il y a du mieux, hein. Enfin, C'est pas lui le problème pour non, moi. non, c'est pas lui le problème, mais on n'est jamais à l'abri d'une blessure, d'un truc qui colle pas. Enfin, elle est bizarrement faite, cette équipe, oui, entre eux, je sais pas, moi, je suis quand même toujours assez inquiet du potentiel de blessure concernant Laurie et Butler. Bah ouais. Derrière, tu as Caleb Martin qui est utilisé en poste 4 et qui est clairement, alors, franchement,
il se dépatouille comme il peut, mais c'est quand même beaucoup lui demander. Adebayo, tu vois bien qu'il a passé un cap offensivement. Je crois qu'il tourne à quasiment 21 points par match et je crois que c'est son meilleur scoring, sa meilleure Ah oui, saison oui. de scoring de sa carrière. Tyler Hero, c'est pareil, il a passé un cap, on peut dire, sur le playmaking, mais pourtant, Non, mais tu vois, ça ne se concrétise pas forcément dans les résultats. Et j'ai l'impression que ce côté où Erik Spoelstra avait un effectif voilà, basé sur quelques joueurs majeurs et une galerie de joueurs qu'il pouvait greffer selon les besoins à chaque rencontre, ça a perdu un petit peu de sa superbe, de son efficacité. Et je vois moins la capacité de cette formule à fonctionner sur le long terme. Comme tu le dis, je dis ça, et ils étaient à un match de battre Boston l'an dernier, quoi, en playoff. oui, mais depuis, il y a plus de poste 4. Depuis, il y a un Tyler Hero qui ne sort plus du banc. Alors, il est bon, hein, Tyler Hero, il y a pas de souci, mais moi, je trouve il apportait plus au collectif quand il était en sortie de banc. Oui, là, il compte sur Victor Oladipo pour dynamiser le scoring en sortie de banc. Tout à Mais fait. franchement, c'est énormément de demander à ce gars-là, quoi. Bah ouais, c'est trop. Ah oui, non, mais c'est trop lui demander. C'est... Enfin, en tout cas, ça semble être un sacré pari. Enfin, c'est fou. Non, et puis vraiment, je suis désolé, mais vraiment, l'absence de poste 4 Ouais. dans cet effectif est un énorme problème. Au début de la saison, ils ont essayé de mettre Jimmy Butler au poste 4, mais c'est un gâchis qui est pas possible, quoi. Donc ouais, voilà, il faut que ça bouge. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont mentionné Jack Crowder comme étant une des Tout à cibles fait. importantes de cette équipe. Mais oui, mais d'accord, mais Jack Crowder, tu le fais venir comment, en Mais fait, voilà, tu c'est vois? ça. C'est la question pour Miami tout le temps. Miami, t'as envie de greffer des joueurs parfaits. Tu te dis, ah, ça serait parfait pour cette équipe. Comme quand il y avait la demande de transfert de Kevin Durant. Tout le monde était là, Kevin Durant à Miami, imaginez un petit peu. Ah, Ouais, t'as jamais Kevin Durant si tu sacrifies pas au minimum à des baillots dans l'histoire, quoi. c'est clair. Après, ça ressemble plus à ce que tu veux. Et c'est ça, en fait, cette équipe. C'est que pour moi, aujourd'hui, elle a aucune marge de manœuvre. Et tu te demandes, enfin, avec l'effectif qu'elle a aujourd'hui sur le terrain, et tu te demandes qu'est-ce qu'il faudrait pour te donner le sentiment inverse, où tu te dis, ah, ça va, ils en ont un peu sous le pied encore Miami. Non, là, tu as l'impression que s'ils sont pas à fond, à 100% pendant 48 minutes, ça va être difficile pour eux de remporter le match, quoi. Ouais, c'est 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 un triste. match de playoff tous les 2 jours, quoi. Enfin, c'est injouable, en fait, sur l'ensemble d'une saison. Non, mais la clé, c'est Udonis Haslem. Il faut demander à Udonis Haslem d'être titulaire au poste 4, 42 ans, il y a aucun problème, il va y aller, hein. Ouais, je sais pas, comme tu dis. En fait, il faut voir quelles sont les options sur le marché des transferts pour Miami. J'ai pas l'impression qu'elles sont vraiment. Que c'est vraiment très ouvert pour eux, quoi. Je- Non. à part des trucs vraiment en périphérie, des changements périphériques dans leur effectif. Après, la spécialité du Heat et de Spoelstra ces dernières années, c'est quand même de te sortir des mecs C'est vrai. de nulle C'est vrai. part et où tu te dis: «Ah tiens, le mec est titulaire en NBA sans problème». Ouais, c'est vrai. On verra ça. On verra ça. Euh, Autre question, les Suns retourneront-ils en finale NBA ou pas? Et je dis pas forcément cette saison, mais non, Ah carrément, genre dans l'histoire de la franchise, quoi. non, mais on va dire dans le timing de Chris Paul, quoi. OK. Sachant que là, les Suns viennent d'être rachetés, hein, ça y est, les Suns et Mercury en WNBA viennent d'être rachetés par le milliardaire Matt Ishbia et son frère Justin pour 4 milliards de dollars. Je tiens à rappeler que Robert Sarver avait acheté le club en 2004 pour 401 millions de dollars. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la plus-value d'un mec qui a quand même été accusé de plein de choses assez graves, quand même, extrêmement graves même. Donc, bref, voilà. Et les Suns, comme je te l'ai dit, moi, au début de saison, enfin, et là même quand ça allait bien, là, à un moment où ils enchaînaient un peu les victoires, moi, je n'arrive pas à être inspiré par cette équipe. J'ai pas l'impression que ça va le faire. Et quand je vois l'autre fois Monty Williams qui se prend la tête avec DeAndre Ayton sur le banc, euh, j'arrive pas. Alors, ils ont beau dire, hein, Monty Williams a dit lui-même, c'est juste une broutille, ça veut rien dire du tout.
Michael Bridges a dit la même chose. Ouais, n'empêche que Michael Bridges, Je sais pas. avant cette scène-là, entre Monty Williams et DeAndre Ayton, pareil, lui était un peu en train de faire des reproches à DeAndre Ayton sur une action. Enfin, Parce ouais, qu'il a pas effectivement, posé un écran, ouais. ouais, bah ouais, non, mais enfin voilà, la situation avec Ayton, elle est particulière. Il a l'air d'être un peu dilettante, DeAndre Ayton, quoi. Mais bon, voilà, Non, mais mais c'est effectivement, extrêmement bizarre, on est d'accord. C'est extrêmement bizarre, Charlie, déjà pendant les playoffs l'an dernier, on en a parlé, toi et moi, de ça. Le fait qu'il y ait cette brouille ultra visible entre Monty Williams et DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, qui au début de la saison dit, on lui pose la question, est-ce que tu as pu parler au coach depuis? Non, absolument pas. Il y a quand même une ambiance, quand même, je sais pas, c'est ultra étrange, quoi. oui, ça respire pas la sérénité, ça c'est clair. Non, mais c'est clair, effectivement. Non, mais enfin, alors, c'est vrai que d'abord, c'est vrai que toi, t'as toujours eu des doutes sur cette équipe, cette saison en tout cas, et c'est assez fort parce qu'effectivement, la dernière fois qu'on l'a évoqué, moi j'étais plutôt en train de me dire qu'ils étaient sur l'autoroute Arrête, ils vont aller en finale et que NBA, tout tu vas voir. roulait. Non, mais on sait pas, mais après, c'est possible. Tu l'as dit en préambule, quand on parlait, il me semble, du Jokic, la conférence Ouest aujourd'hui, elle est tellement serrée, c'est tellement homogène, c'est la jungle, c'est compliqué de s'avancer d'ores et déjà pour dire bon bah eux ils vont aller en finale, eux non, etc. C'est clair qu'ils vivent un mois de décembre, Phoenix, qui est très compliqué, même s'ils ont redressé la barre depuis la semaine dernière en battant notamment les deux franchises de LA et les Pels. Mmh. Enfin avant ça, il y a cette série de 5 Tout à défaites fait. consécutives. Et sur ces 5 rencontres, surtout, ils encaissent plus de 120 points par match. C'est une stat qui fait tâche pour une équipe qui est ambitieuse. D'ailleurs, ils sont sortis du top 10 des meilleures défenses de la ligue, il me semble. Donc voilà, dans le processus, ils ont perdu la tête de la conférence Ouest, ils sont même passés 4e. C'est quand même pas des signes qui sont très encourageants. Alors Monty Williams, Chris Paul et d'autres joueurs ont relativisé cette série en disant que c'était pas grave, qu'ils avaient déjà connu des moments comme celui-là, que la saison était longue, mais c'est des signaux qui sont pas rassurants. Y a la prise de tête avec DeAndre Ayton, tu l'as dit. C'est compliqué de savoir ce qui se passe vraiment au sein de cette franchise. Cette équipe souffle un peu le chaud et le froid. Je sais pas. Est-ce que leur fenêtre est déjà fermée? Tu vois, est-ce que leur fenêtre de possibilité pour le titre, je veux dire, est déjà fermée? Est-ce que ça a duré une saison et demie, 2 saisons? Ouais, je sais pas, c'est compliqué. En tout cas, ce C'est qui est sûr, compliqué, mais ouais. il faut pas oublier qu'il y a un mois, ils étaient sur une série exactement inverse. Il y a un mois, ils étaient sur une série de 6 victoires sans Chris Paul. Alors certes, le niveau des adversaires était pas phénoménal, mais c'est aussi de ça qu'est fait la saison régulière. L'impression que l'équipe dégageait était tout autre. Donc ouais, voilà, c'est compliqué, ça va très vite, quoi, la régulière. Peut-être que dans 2 mois, ils seront à nouveau en tête sur une série de victoires hyper impressionnantes, que tout le monde sera revenu et que tout le monde ira bien. Enfin, c'est compliqué. Voilà, c'est Exactement. compliqué. Voilà, il y a Cameron Johnson qui est quand même un élément important de cet effectif qui est blessé et qui joue pas. Euh, Il y a le cas de Jay Crowder qui est pas Peut-être faut-il tranché. attendre que c'est voilà qui est pas tranché, donc il y a peut-être potentiellement du renfort à venir. Il va falloir voir comment tout ça se règle dans les prochaines semaines, d'ici la date limite des transferts, et si jamais cette équipe arrive à retrouver un petit peu sa dynamique. On l'a bien vu l'an dernier, hein, ils font une régulière absolument majestueuse, tout ça pour s'écrouler en play-off. Donc, Exactement, voilà, c'est ça. l'un dans l'autre, j'ai envie de dire, il n'y a aucune conclusion à tirer pendant la régulière quasiment, si ce n'est que l'important, c'est de trouver ton rythme, de créer une dynamique avant d'arriver en playoff, quoi. Ce qui est tout à fait encore jouable pour les Suns. Quand je parlais de Chris Paul tout à l'heure, c'est aussi parce que à ce moment de sa carrière, clairement, il y a 2-3 saisons. Enfin, je veux dire, parier au-delà de 2-3 saisons au top niveau pour Chris Paul, même si je pense que c'est un joueur qui a vraiment la capacité de vieillir plutôt correctement, bien qu'en termes de blessures, enfin son passé en termes de blessures est quand même source d'inquiétude. Bon, voilà, je ne sais pas. Ouais, La fenêtre des Suns, elle est sur 2-3 ans, 2-3 saisons aujourd'hui. J'ai pas l'impression beaucoup plus, quoi. attends, déjà, t'es hyper gentil, 2 3 saisons. Enfin, dans 3 ans, Chris Paul, il a 40 ans, hein. Ah oui, oui, Tu vois, oui, c'est c'est vrai, ouais. déjà 2 3 saisons, moi, je te trouve sympa, quoi. Mais voilà, c'est en fait, Ouais, ouais, carrément, ouais.
En fait, si on dit que c'est compliqué, c'est pas juste parce qu'on veut pas se prononcer, c'est aussi parce que mais regardez l'état, enfin regardez la tronche de la conférence Ouest aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, tu peux finir en tête de la conférence Ouest et te manger Dallas au premier tour. Donc potentiellement Luka Doncic au premier tour pour une des meilleures équipes de la conférence, c'est tout sauf un cadeau. Et c'est aussi pour ça en fait qu'on dit que c'est très compliqué de se C'est clair. prononcer, c'est que c'est tellement la jungle aujourd'hui la conférence Ouest que même en finissant en tête, tu peux te taper un parcours de playoff absolument mais terrible. Donc ce qu'on peut dire sur Phoenix, c'est qu'ils vivent une saison plus compliquée que ce à quoi on pouvait s'attendre, que ça présage pas forcément de playoffs ratés. Tu l'as dit, la saison dernière, c'était tout l'inverse. Ils ont marché sur la régulière. Ça leur a pas permis de retourner en finale NBA pour autant. Il y a des vents contraires, c'est une certitude. Il y a toujours énormément de questions sur la situation de DeAndre Ayton, et c'est rare, en fait, qu'une situation dure aussi longtemps et qu'on ait aussi peu d'éléments concrets pour Complètement. l'expliquer. Donc, à voir comment ça va se passer. À voir. Il faut espérer en tout cas qu'ils arrivent en playoff et que tout le monde soit en bonne forme physique, que tout le monde soit revenu et voir comment ça se passe en ayant un peu de chance sur les tirages, ça c'est une certitude. Ouais. Avant-dernière question, la patience de Luka Doncic sera-t-elle sérieusement érodée d'ici la fin de la saison ou pas? On parlait de New York tout à l'heure, on voit bien que l'absence de Jalen Brunson se révèle beaucoup plus coûteuse que personnellement je ne l'aurais pensé pour les Mavericks. Euh, Il y a le journaliste d'ESPN, Tick McMahon, qui était dans le podcast Hoop Collective récemment et qui a parlé un petit peu de l'urgence du côté du front office de Dallas, à savoir, il dit que Dallas est un peu comme à l'époque où Milwaukee, quand Milwaukee en 2018-2019 était en train de parier sur Giannis Antetokounmpo, le fait qu'il allait prolonger et ainsi de suite. Et pour lui, c'est un peu la situation similaire à Dallas en disant que là, Dallas, grosso modo, ils ont 2 saisons pour montrer à Luka Doncic qu'ils sont très sérieux sur le fait de vouloir l'entourer le mieux possible, de vouloir créer vraiment un environnement et un effectif capable d'aller chercher le titre. Et, euh, et j'ai l'impression que là, pour l'instant, les Mavericks, bah, ils ont plutôt fait un pas en arrière qu'un pas en avant dans cette direction, en laissant Exactement. partir Jalen, enfin en n'étant pas assez clairvoyant sur le cas de Jalen Brunson, en prenant pas la bonne décision, parce ils ont eu l'opportunité de lui offrir un contrat beaucoup plus avantageux que ce qu'il a signé au Knicks il y a une saison de ça, il me semble. Et, et là, j'ai envie de te dire que, bon, même si encore une fois on est tôt dans la saison, que pareil, encore une fois, les Mavericks peuvent tout à fait rectifier le tir à un moment ou à un autre, et puis ce qu'on dit maintenant, ça sera bullshit dans un mois. Mais n'empêche que je trouve ce cas de figure de Dallas extrêmement intéressant parce que Doncic est à ce point incroyable, et on le dit et on le répète dans ce podcast, que Dallas, il va vraiment falloir qu'ils se mettent au parfum sur ce qu'il faut faire pour garder ce gars-là, parce que moi je le vois gros comme une maison à un moment donné. Et quand tu vois l'attitude de Doncic sur le terrain, alors Ouais. oui, c'est un joueur qui a tendance à pester énormément, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qui exprime de la frustration vis-à-vis de son club, ou qu'est-ce qui est de sa personnalité qui est comme ça? À vous de faire le tri. J'en sais rien personnellement. Mais bon, je trouve que c'est extrêmement intéressant et que cette saison est déjà, je trouve, un moment charnière pour Dallas. Ouais, je suis d'accord, effectivement, tu l'as dit, la question de la frustration de Luka Doncic, mais c'est la question qui doit hanter bon nombre de fans des Mavs. Enfin voilà, on l'a dit, au-delà du fait qu'il est incroyablement fort, qu'il est il est trop fort pour ne pas jouer le titre, d'une certaine manière. C'est un gars qui a été biberonné au trophée, en fait, quoi. Il gagne depuis ses premiers pas en pro, ce mec. Il est habitué à ça, et quand tu es habitué à gagner, bah, c'est difficile de perdre cette habitude. Donc est-ce qu'un profil comme le sien peut accepter d'évoluer dans une franchise qui ne parvient pas à mettre autour de lui un système qui lui permet de viser le titre chaque saison? Bah, je sais pas, j'en suis pas sûr. Et ouais, tu l'as dit, on voit bien qu'il se frustre un peu. C'est sur le parquet, il a des attitudes qui sont, moi je trouve, de plus en plus prononcées, qui sont honnêtement, alors j'adore Luka Doncic le joueur, mais
Mais je trouve que c'est vraiment parfois pénible de regarder les matchs de Dallas parce que bah, ça prend de l'ampleur et en plus c'est un cercle vicieux. On sait très bien comment ça fonctionne en NBA. Il est de plus en plus surveillé par les arbitres. Donc comme il est de plus en plus surveillé, bah, il y a de plus en plus de coups de sifflet contre lui. Donc il se frustre de plus en plus et c'est en train de prendre une ampleur qui est importante. Voilà, Brian Windhorst, qui bosse pour ESPN, a également évoqué une fenêtre de 2 ans, parce qu'il faut rappeler que Luka Doncic peut tester le marché en 2026, et donc très souvent, si tu veux demander ton trade, bah, tu le fais 2 ans avant, donc 2024. Ouais, écoute, en plus c'est terrible, parce que la saison dernière, ils ont atteint la finale de la conférence Ouest, tu vois. Donc en fait, C'est ce que Doncic, j'allais dire, c'est que il s'en est approché. voilà, cette nouvelle ambition, c'est ça, Exactement. cette nouvelle ambition créée par ce résultat, où tu arrives en finale de conférence Ouest, Et ouais. c'est à la fois une bonne chose pour Dallas, parce que tu te dis, ah, tu vois, Lucas, on est compétitif, on est dans le Final Four, mais en même temps, ça crée une envie, un désir chez le joueur. Et si la saison d'après, tu es en train de galérer pour essayer de mettre les pieds dans le play-in, ou te se faire sortir au premier tour comme un malpropre, Bah bon, ouais. bah, c'est là où l'ambition peut se retourner contre le club et le joueur de dire, bah, écoutez, les gars, vous êtes sympas, mais Jalen Brunson, vous le laissez partir pour Peanuts. Pendant ce temps-là, on est en train de payer Davis Bertans 16 millions par saison et j'ai personne autour de moi. J'ai pas les mecs qu'il faut, quoi. Et je sais pas si je vais rester. Bah ouais, non mais c'est ça, et enfin voilà, tu l'as dit, ce qui s'est passé avec Brunson cet été, on peut difficilement dire que Dallas a démontré toute son ambition à ce moment-là. Donc oui, c'est clair que c'est des éléments. Luka Doncic, il connaît très bien le basket, il connaît très bien la situation, il voit bien tout ça. Donc, mais voilà, moi c'est le genre de, en fait c'est le genre de question, je trouve ça un peu difficile. Enfin, tu vois, d'un côté, moi je veux qu'une chose, c'est que Doncic il reste à Dallas, qui permette à la franchise d'être un principal prétendant au titre chaque saison. Enfin voilà, tu vois, j'ai envie que ça marche. Mais d'un autre côté, le Doncic qu'on voit là, honnêtement, ça me fatigue. Enfin, sa frustration, elle est palpable sur certains matchs. Sur certains matchs, il est presque parfois insupportable. Moi, c'est pas ce Doncic-là que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir le Doncic magicien qui nous fait rêver tout le temps, celui qu'on a vu en play-off. Pas le Doncic irrité qui conteste chaque décision, qui affiche sa frustration tout le temps. Donc, à quel point est-ce que c'est pas de la mise en scène, parce que j'ai aucun doute sur le fait que sa frustration, il la ressent, et tu l'as dit, depuis toujours, il est comme ça, Luka Doncic. Mais à quel point c'est un message envoyé aussi aux dirigeants de sa franchise? C'est pas possible qu'ils aient pas conscience de ça, c'est pas possible qu'ils aient pas conscience de la situation, c'est pas possible qu'ils ne se rendent pas compte que bah, un mec comme Luka Doncic, c'est pas un joueur que tu draftes tous les ans, c'est même pas un joueur que tu draftes tous les 5 ou tous les 10 ans, non, c'est beaucoup plus rare que ça. Ah bah non. Si cette saison est un échec, il va falloir frapper fort, rapidement, pour lui prouver que Dallas est le bon endroit pour lui et qu'il peut y jouer le titre, sinon ça restera un gâchis incroyable, en fait, quoi. Mais c'est Incroyable. là où un front office, quelque part, fait ses preuves. Et Jalen Brunson, où ils avaient l'occasion de le re-signer pour un contrat qui aurait été un des meilleurs contrats de toute la ligue, s'il l'avait signé au moment où il, voulait où il était ouvert à re-signer avec eux, euh, Dallas aurait été, les Mavericks passeraient pour des génies alors qu'il est le Oui, front oui. office. Ils ont décidé de pas le faire. Jalen Brunson s'est barré finalement aux Knicks. Ils ont pas, parce qu'ils aussi ils n'ont pas su le retenir. Et aujourd'hui, tu as l'impression que Dallas, ils sont un peu en train d'essayer de se raccrocher aux branches et que bah, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai aucune idée de comment ça va se passer pour la suite. Personne ne peut le savoir. Mais j'ai hâte de voir quelle va être la réponse du front office. Et comme tu dis, ils sont pertinemment au courant de ce qui se passe. Je pense que Mark Cuban fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer d'avoir le meilleur rapport possible avec Luka Doncic en disant, en lui assurant que tout ce qui devra être fait sera fait. C'est sûr. Oui, mais en Mais fait, j'ai le hâte de problème, c'est voir que quels seront les choix. oui, parce que c'est que lui dire, on va faire ce qu'il faut, on va faire ce qu'il faut, c'est bien mignon. En attendant, c'est sa 5e saison en NBA là, à Luka Doncic. Donc en fait, à un moment, tu vas pas pouvoir attendre 10 ans et continuer à lui dire: «T'inquiète, t'inquiète, ça va venir mon gars, il y a pas de problème». Enfin, tu vois? À un moment, sa patience, n'est pas infinie et je le comprends. Il a trop de talent. En fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais il a trop de talent pour vivre même ce qu'a vécu Dirk Nowitzki, tu vois?
Il a trop de talent pour se contenter Ouais, d'un bien sûr. titre dans sa carrière, Luka Doncic. Il a trop de talent et beaucoup trop d'ambition surtout, et donc Ouais, ne me il va lance pas pas sur attendre 10 ans. Dallas. Ouais. Voilà, il Ne va me pas lance attendre pas sur 10 le ans. traitement de Dallas et de Dirk Nowitzki après le titre de 2011. Franchement, franchement, ils ont tellement mal géré l'après-titre. C'était tellement hallucinant les décisions qu'ils ont prises. Bref. La dernière question, et après on termine ce podcast. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on y est. T'as vu ça? On a dépassé les 5 minutes quasiment à chaque fois, je pense. Ouais, on J'ai a pas été bon, hein. chronométré, mais c'était sûr et certain qu'on allait se casser la gueule sur la tenue du timing. Est-ce que les Kings seront en playoff en avril? Et moi, j'ai envie de te donner ma hot take de la fin d'année 2022. Je te dis que les Kings seront au moins dans le play-in à la fin de la saison. Sacramento est actuellement 6e, donc directement qualifié. Je sais, je prends un risque de dingo, parce Non? que ça fait combien? 16 saisons que les Kings n'ont pas fait les playoffs, un truc comme ça. Là, c'est la plus longue série de non-participation aux phases finales de l'histoire du sport nord-américain actuellement, enfin qui est en cours actuel. Ouais, Donc ouais, voilà, je bah, moi prédis je trouve aujourd'hui, que tu prends Charles, pas un que si les gros Kings risque, vont aller en moi. playoff. Ouais, moi je trouve que, Oh, ça va, en play arrête. non, attends, non, Oh non, la là, vache. si tu me dis: «Ils vont aller en play-off», là, je suis d'accord, c'est un gros risque. Par contre, si tu me dis: «Ils vont aller au play-in», je trouve que c'est pas un si gros risque. Pour moi, T'as c'est raison, évident qu'ils seront au play-in. je suis pas allé au bout. Je suis pas allé au bout. On parle des Kings, putain. Les mecs, c'est les professionnels, quoi, tu vois. Ouais, Vas-y, ouais, vas-y, je mais, me lance. Je dis que les Kings iront en playoff. Je pense c'est qu'ils iront en beau, playoff. c'est beau. Moi, j'ai envie d'y croire aussi. Et si tu regardes le top 10 à l'ouest, franchement, il y a de quoi trembler. J'ai Bah, peur. ouais, il y a du monde derrière, hein. Il y a du Il y a monde, trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Les Warriors sont 11e. ouais, alors attention, hein, ils sont 11e, mais, Il y a du monde. il y a encore des incertitudes sur l'état physique de Curry, enfin, bon. Écoute, moi j'ai envie d'y croire. Voilà, on les a déjà évoqués il y a quelques semaines. Les Kings, c'est vraiment une des super surprises de cette saison. Je trouve que c'est beau ce qui se passe là-bas. Je trouve que c'est intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup ce que Mike Brown fait. Je trouve qu'il a vraiment mis sa patte sur sur cette équipe. Il a développé un style de jeu qui est clair, qui fonctionne au moins en saison régulière, avec une grosse circulation de balles, une pace plutôt élevée, un De'Aaron Fox taille patron, des role-players en réussite, une belle mentalité collective. Sabonis se régale. Je sais pas si tu as vu les stats de Sabonis sur les derniers matchs, mais là, sur les 4 derniers matchs, il tourne en 21 points, Si. 19 rebonds, 8 passes. Excusez du peu. Il fait Non, mais du bon boulot. c'est magnifique. Elle est magnifique. Ah ouais. Kevin Huerter, je suis tombé amoureux de ce joueur. Ça y est. Ah, c'est bien. J'aime beaucoup aussi Werther. Ouais. Mais ouais, non, voilà, Non, mais elle Sabonis, est il trop. fait du bon boulot en défense aussi. Il est très sous-estimé. Enfin, il est efficace pour contester les tirs au cercle. Offensivement, il est juste. Il force rien. Il laisse le jeu venir à lui. Enfin voilà, cette équipe, elle est cohérente. De'Aaron Fox s'épanouit enfin dans son rôle de leader et de franchise player. Ça se sent aussi dans son application défensive d'ailleurs, dans l'énergie qu'il transmet à ses coéquipiers, dans sa capacité à donner de la voix. Il a un vrai leadership qui s'est développé. Euh, la, la C'est le pari défense, des Kings. C'est pour ça que Tyrese tout à fait. Haliburton est parti aux Pacers. Exactement. Non, mais exactement. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, quand on parlait d'Haliburton, on disait que les Kings n'avaient rien à regretter parce que bah, eux aussi, en fait, s'en sortent extrêmement bien. Et un élément que je trouve assez positif, c'est que la défense progresse depuis le début de la saison. Chaque mois, ils sont en progression par rapport au mois précédent. Donc voilà, ils ont su trouver des solutions, ils se sont pris au jeu aussi, tout simplement. Après, c'est aussi clair que c'est plus facile d'avoir envie de se bouger en défense dans une équipe ambitieuse que dans une équipe qui ne joue rien. Donc voilà, Ouais. c'est un plaisir de suivre ces Kings-là. C'est une des très bonnes surprises. Chaque saison, on veut des bonnes surprises comme ça en NBA. Donc ouais, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire et j'ai envie de les retrouver en playoff. Ils méritent ça. Ils méritent de retrouver le goût des playoffs, quoi. La Beam Team, baby. Ouais, ouais. Eh, le public de Sacramento en playoff, je te raconte pas, ça va mettre le Bah oui, feu, ça. aussi pour ça. Ça Non, mais va mettre le c'est ça. feu, ça. Ouais, ouais, ouais. Merci, Charlie, de m'avoir accompagné. Bah écoute, merci à toi. C'était un plaisir, comme toujours. Mais oui, et puis bah passe de bonnes fêtes, mon petit Charlie. On se retrouve en Ouais, bah 2023. pareil. Ouais.
Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés pendant cette heure plus. Je vous souhaite également de passer de très très bonnes fêtes, que ce soit en famille ou tout seul, ou je ne sais pas comment vous êtes maintenant, tout de suite cette saison, enfin cette année, pour cette fin d'année 2022, mais voilà. On est avec vous, on pense fort à vous, et puis on se retrouve en 2023 pour la suite de la saison NBA. Voilà, passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, et on se retrouve début janvier avec un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Ciao, bye bye.